Oui, oui, vous pouvez les applaudir. Alors non seulement vous pouvez les applaudir, mais voilà, ils ont dégagé du temps pour nous et c'est pour nous un moment important. Alors, dans un champ aussi large que cette ligne programmatique, afin que nous puissions un petit peu nous repérer dans les différentes thématiques nombreuses que nous pourrions aborder, on va tout de suite vous proposer une première vidéo courte. Et c'est Pierre Marcot qui va apparaître. Là, il fait partie du groupe CECAFI, comme Estelle l'a indiqué précédemment. Et voilà, première vidéo pour nous faire rentrer pleinement dans le sujet. Pas d'économie forte sans une filière industrielle forte. La France enregistre un déficit de sa balance commerciale structurelle et lourd, alors que celles de ses voisins, notamment de l'Europe du Nord, sont largement bénéficiaires. Ces difficultés à équilibrer importation et exportation trouvent une grande partie de leur source dans la faiblesse du poids de l'industrie dans le PIB français, autour de 17%, tandis que la moyenne de l'Europe se situe à 23% du PIB total. En la matière, la France et l'Allemagne sont dans des positions économiques diamétralement opposées, ce qui constitue un facteur de tension entre les deux grands pays européens, avec des prises de position différentes sur les politiques à mener en matière de rapport aux autres grandes puissances économiques mondiales, notamment les États-Unis et la Chine. Par ailleurs, l'amélioration du taux d'emploi en France ces dernières années s'est faite de concert avec une tertiarisation et un appauvrissement fort de notre économie et des salariés qui l'animent. Reconstituer une souveraineté industrielle apparaît comme un objectif clé dont l'atteinte passera par une combinaison de facteurs avec, entre autres, l'accès à des sources d'énergie disponibles, électrifiées, économiquement compétitives et décarbonées. La production d'un effort en matière de recherche et de développement permettant de concevoir des produits répondant aux usages contemporains et compatibles avec les enjeux de transition écologique. La transformation des compétences des salariés français en adaptation des transformations industrielles actuelles, rapides, radicales, à l'image de celles à l'œuvre dans le secteur de l'automobile. Alors, je vais commencer par toi, Président. C'est bien, hein J'aime bien. Fabrice, nous savons que d'autres items un peu consubstantiels du sujet auraient pu être retenus, mais qu'est-ce que t'inspire ces trois axes-là qui nous sont proposés à travers un diagnostic macro, hein, au fond? Ces trois axes, on les avait déjà identifiés quand on avait rédigé le document Conviction et Action en 2021 sur l'industrie verte. On avait mis en exergue le sujet de l'énergie, le sujet de l'innovation, le sujet des compétences étaient trois sujets majeurs pour essayer de bâtir une industrie plus verte. Je pense que si on se projette sur le sujet de la souveraineté, qui est l'autre sujet, dont la prise de conscience est un peu plus récente, il nous semble qu'il n'y aura pas d'industrie souveraine sans énergie, sans souveraineté énergétique, que la souveraineté repassera probablement par des efforts d'innovation, et ce qui dit innovation, encore faut-il des compétences pour les mener à bien. Et la vidéo est intéressante dans la mesure où elle met en exergue ce mal français de la désindustrialisation qui se traduit par un déficit commercial colossal. Et ce n'est pas un mal européen, c'est un mal français, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres pays qui, avec des règles européennes absolument identiques, arrivent à dégager des excédents et à avoir une industrie beaucoup plus florissante, et que l'industrie et que l'Europe en général a plutôt une base industrielle pas si mal que ça, puisqu'on est largement exportateur. Et je pense faut qu'on ait conscience de ça, c'est que si parfois on imagine des solutions qui nous sembleraient intéressantes d'un point de vue franco-français, que dans l'environnement européen, c'est des solutions qui ne parleront pas à beaucoup d'autres pays, et que la France toute seule, bien entendu, serait incapable de les mettre en œuvre. Ça, c'est le constat de la situation actuelle. Si on se projette à demain, il me semble qu'il y a un peu de changement dans les perceptions. On voit que les États-Unis, avec le sujet de l'IRA, la Inflation Reduction Act, qui d'ailleurs, à mon avis, porte mal son nom, parce que ce n'est pas un sujet lié à l'inflation, c'est surtout un sujet lié à reconquérir une industrie verte, durable, sur le sol américain. Il y a un changement de paradigme profond. Les États-Unis, à mon avis, avaient aussi peut-être un peu abandonné leur industrie et au profit des techs, et sont en train d'opérer un virage à 180 degrés. Au niveau de
de l'Europe, il y a, il me semble aussi, une première prise de conscience, peut-être pas suffisante. Je pense que les projets d'intérêt commun ou les financements communs du plan de relance vont dans le bon sens. Mais à mon sens, il y a probablement d'autres sujets que nous pourrions traiter, que nous aurions pu traiter, parce qu'associé à ces deux enjeux, il y a probablement un sujet de politique industrielle. Il faudra bien qu'il y ait une politique industrielle nationale et européenne qui soit cohérente des choix politiques qui sont faits à la fois au niveau du pays, mais plus encore au niveau européen. Il y aura probablement des réflexions sur les politiques commerciales, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas accepter que des normes qu'on impose à nos entreprises des normes environnementales et sociales et qu'on ne les exige pas des produits qui sont importés. Sinon, on se fait plaisir en disant qu'on a une industrie décarbonée, mais en fait, on va importer le carbone de Chine ou d'Inde. Mais finalement, ces grands sujets-là sont plutôt du ressort des fédérations ou des confédérations pour tenter de convaincre les décideurs politiques. Pour ce qui concerne nos militants d'entreprise, il nous semble que le sujet de l'énergie, le sujet de l'économie, d'avoir des processus moins énergivores, le sujet des compétences et le sujet de l'innovation sont des sujets dont on peut plus facilement se saisir dans les entreprises. C'est pour ça qu'on a choisi ces 3 axes aujourd'hui. Alors Anaïs, si vous me permettez, même question. Est-ce que les trois items qui ressortent de cette première vidéo vous paraissent essentiels, peut-être pas suffisants, mais en tout cas au moins essentiels pour une organisation syndicale comme la nôtre? Alors, bien sûr, ils sont essentiels. Peut-être que je vais juste me permettre un commentaire sur les chiffres avant, parce que les chiffres qui ont été donnés, on indique 17% du poids de l'industrie dans le PIB. C'est l'industrie en général. L'industrie manufacturière, c'est 10% de points de PIB. C'est-à-dire qu'entre 90 et 2022, la France est passée de 18% à 10,4%. Quand l'Allemagne passait de 25% à 20,4%, et l'Italie avait aussi... Mais la France, aujourd'hui, c'est 10,4 points de PIB, si on prend les données OCDE, quand la Grèce est à aussi 10%, alors qu'elle part de 12,7. Donc il faut bien montrer la profondeur de la désindustrialisation en se concentrant sur l'industrie manufacturière et pas en prenant un périmètre plus large, parce qu'on a des groupes qui sont très forts dans les utilities et donc qui permettent d'améliorer. Mais la base productive française, elle est profondément détruite. Et si on veut parler de réindustrialisation, il faut bien prendre conscience de là où on part et de l'effort de reconstruction qui va être à faire dans un contexte où on a des PME qui sont plutôt affaiblies. Maintenant, sur les thèmes qui ont été... pardon, je jette une douche froide à tout le monde. Je serais plus réinvitée parce que je ne mets pas une bonne ambiance. Mais sur les éléments qui ont été cités, bien entendu, c'est 3 éléments clés. Et je pense qu'il faut, ce que je disais tout à l'heure, il faut toujours appréhender l'industrie de manière écosystémique. Et je trouve que dans le débat public, aujourd'hui, on a un peu tendance à se centrer sur les usines. On fait beaucoup de communication sur les usines qui vont sortir de terre. On communique beaucoup moins sur cette notion d'écosystème. C'est-à-dire qu'en effet, il faut une énergie bas carbone, mais à prix contrôlé, avec une visibilité sur l'évolution des prix, que cette énergie soit bien disponible, et ça nécessite vraiment d'avoir une vision sur le temps long des besoins qui vont être liés à la fois à l'électrification des usages et des procédés. Ça nécessite d'avoir de manière générale aussi des infrastructures qui répondent au développement de l'industrie. C'est le numérique, c'est les infrastructures routières, ferroviaires, maritimes, etc. Quand on pense réindustrialisation, on doit aussi penser flux. Et malheureusement, on sous-estime très souvent cette question de l'importance des flux et des questions que ça peut poser aussi en termes d'acceptabilité. C'est la R&D, ça a été dit, mais la capacité plus largement à innover et à se démarquer. Et bon, je le dis maintenant, et je sais que parfois je m'inscris en faux. Je sais qu'en France, on a de la tendance à vouloir dire le salut de l'industrie française va être dans le haut de gamme et la haute technologie. Dans l'absolu, oui, si on raisonne structure de coût, mais il ne faut pas oublier que la majorité des pays du monde ont aussi envie d'aller vers du haut de gamme, de la haute technologie, parce que c'est là que se crée la valeur, sauf qu'ils ont peut-être des stratégies industrielles plus cohérentes que les nôtres, et donc ont pris des avantages compétitifs, et on voit que dans les technologies qui émergent, eh bien, la France et même l'Europe peinent à prendre des positions de leadership. C'est aussi des questions de coopération, et c'est peut-être moi le point qui me manquerait le plus, c'est que nous ne réindustrialiserons pas sans renforcer notre capacité à coopérer. La coopération, elle se pense intra-filière, elle se pense aussi entre les filières, et elle ne se pense pas que entre entreprises, c'est avec les centres de recherche, c'est aussi est-ce que les acteurs du financement public, mais surtout du financement privé, vont être capables de répondre à l'augmentation des besoins d'investissement, que ce soit dans de la modernisation, dans de la décarbonation, etc. Et si nous n'avons pas tous les acteurs qui jouent le jeu
de la réindustrialisation, mais ça comprend aussi les citoyens, hein, c'est-à-dire c'est le collectif France qui joue en faveur de l'industrie. Nous n'arriverons pas à réindustrialiser. Alors j'ai un autre désaccord, on parle souvent de désindustrialisation en raison du coût du travail, je ne rentrerai pas dans ce débat. Si on n'a rien fait pour le coût du travail ou pour la fiscalité, etc., c'est parce que nous ne croyons pas à l'industrie et que les acteurs, tous les acteurs dans la chaîne, à un moment, n'ont plus le jouet de l'industrie française. Et donc si on veut réindustrialiser, eh ben, c'est un pays entier qui doit se mettre en mouvement pour son industrie. Et donc ça apprend à jouer collectif. Et on garantit que ça, c'est pas gagné. Alors on commence à descendre dans le sujet. Alors je vais poser la même question à Vincent. Ça manque de collectif aussi, l'approche, l'appréhension de ces sujets. Alors de votre observatoire, vous appréhendez les choses comment? Alors d'abord les 3 thématiques, oui, essentielles, pas suffisantes, mais voilà, on rebondit maintenant sur les propos des uns des autres. Alors, je ne crois pas que ça manque de collectif, parce qu'en ce moment, l'engouement ou la mobilisation en faveur de la réindustrialisation est plutôt en train de gagner toujours plus d'ampleur. Et je pense que pour réussir à aller sur la Lune ou sur Mars, on a besoin à la fois de poètes et de penseurs fous qui nous disent « c'est possible, on y va ». Et puis il faut aussi des géomètres ou des ingénieurs qui vérifient que les boulons sont bien serrés sur la fusée. Bon, moi je suis plutôt géomètre. Mais on a besoin de tout. On a besoin de toutes ces contributions pour... si vous demandez à chaque fois à des gens comme moi est-ce qu'on va y arriver, je vais toujours, on ne va jamais décoller. Donc il faut évidemment aller de l'avant, y croire, et en même temps pas surpromettre. Pourquoi je dis ça? Parce que des stratégies économiques dans un pays comme la France, il y en a eu d'autres il n'y a pas si longtemps. Il y a eu la société de la connaissance ou l'économie de la connaissance, qui était une stratégie qui était partagée avec les autres États membres européens, mais il y a eu aussi l'enrichissement de la croissance en emploi. Et quand vous regardez, ce sont des mots d'ordre qui ont eu statistiquement des espérances de vie inférieures à la décennie. Inversement, la construction de la fierté industrielle allemande, du Made in Germany et de la qualité allemande, ça date de 1870-1880 et ça dure toujours. Donc il y a des paradigmes qui durent 10 ans ou moins et il y en a d'autres qui réussissent à durer 100 ans. C'est évidemment ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que dans 5 ans, dans 8 ans, à la prochaine crise, qu'évidemment on n'aura pas pu prévoir, accident nucléaire, conflit, sécheresse, enfin, il n'y ait pas une nouvelle mode qui nous fasse dire mais non, mais en fait, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'était du tourisme, évidemment, c'était évident, on l'avait sous nos yeux. Et, bon. Donc voilà, il faut qu'on réussisse à bâtir cette stratégie de souveraineté industrielle ou d'industrie verte et souveraine en avançant pas à pas et, à mes yeux, en faisant attention à ne pas surpromettre. 2 remarques à ce sujet. Souveraineté. C'est un mot magnifique qui peut être parfois un peu piégeux. Et l'Europe, elle s'est construite sur des cendres encore fumantes avec un objectif principal qui était de ramener la paix. Et ça a été quoi sa méthode de construction? Ça a été de museler les souverainetés nationales, de les maintenir sous le boisseau. Et ce qu'on reproche aujourd'hui comme étant une espèce de culte de la concurrence ou d'un culte libéral essentiel, fondamental, cardinal de la construction européenne, ça vient de là. C'est que cette imposition du droit de la concurrence, cette limitation des aides d'État, etc., des nationalismes en gros, c'était pour assurer la paix. Le contexte nous montre que c'est aussi un autre challenge du moment qu'il ne faut pas négliger. Donc, allons-y avec la souveraineté, mais allons-y avec discernement. Ça serait mon observation. Excusez-moi, Vincent, ça veut dire que il faut faire attention parce qu'il y aurait un risque, si je prolonge le propos, parce que ça me fait réagir, c'est-à-dire que, attention que derrière le mot souveraineté ne se cache pas d'autres choses il y a un débat, qui peuvent comment dire, remettre en cause les bases de l'Europe, c'est ça? Il y a un débat très sérieux des historiens aujourd'hui qui consiste à se demander si on est en train de revivre les années 30. Ils font 1930. Il y a un certain nombre de points communs et évidemment on ne veut pas que ça se termine comme la fin des années 30. Donc
derrière ce mot mobilisateur de souveraineté, je participais à un congrès d'historiens qui sont revenus sur la notion de souveraineté industrielle de la France depuis l'Ancien Régime. Ce qui est manifeste, c'est qu'il y a toujours des conflits d'intérêts derrière ce mot-là. Entre territoires, entre acteurs économiques différents, entre branches ou entre métiers, entre innovateurs et au contraire industrie dite classique. Le patriotisme au moment de la Révolution, ça voulait dire dévouement entier, total, pour la cause du peuple. Je trouve que c'est un bon point de repère, ça peut nous permettre d'avancer. Mais voilà, il faut je crois, faire attention avec ce genre de slogan qui peut, s'il est manipulé un peu en apprenti sorcier, nous emmener là où on ne veut pas. C'était ma première observation, je suis très rapide sur la deuxième. Industrie verte, là encore, on va avoir l'occasion d'y revenir, mais c'est pas gagné, l'industrie verte. Il faut y aller, ça va être compliqué, et on est quand même plusieurs à être dans des équations de coûts et des équations économiques qui sont difficiles à résoudre. Les États-Unis avec nous, hein, les chances de succès de l'IRA ne sont pas égales à 100%. Jamais en France on a réussi à atteindre avec une seule politique publique 3 objectifs. Renforcer le Made in France, renforcer l'industrie, verdir. On ferait ça en France. Les gens rigoleraient en disant « vous êtes naïfs ». Enfin, mais Biden le fait, et en plus, il introduit des clauses illégales de contenu local, et tout le monde dit « les Américains sont pragmatiques, c'est eux qui ont tout compris ». On va voir, hein, on va voir. Hein. Ils ont aussi des pénuries de compétences, ils ont aussi des pénuries de matières premières, et ils ont un réseau électrique auquel on ne peut pas se raccorder en moins de 8 ans. Donc, doucement. D'accord. Alors, Pierre, même question. Merci. Merci. Et vraiment, on commence à rentrer vraiment dans le dur. Pierre, alors, la même question, mais je pince un peu l'angle en disant, mais alors, est-ce que... Mais c'est tes équipes qui ont fait émerger ces 3 thèmes, donc je pense que tu vas les partager, mais j'aimerais te demander quand même au passage, comment vous nous accompagnez sur ces thématiques-là ? Bon, non seulement je les partage, je vais peut-être les compléter, parce que Vincent et Anaïs et Fabrice lancent des débats qu'il faut reprendre un peu l'enjeu de souveraineté. Moi, je suis un peu moins craintif que Vincent là-dessus. Alors, c'est vrai que derrière la souveraineté, il peut y avoir... Je vais répondre à la question, hein, Gabriel. Il peut y avoir des enjeux de protectionnisme, quelque part. Le seul problème, c'est que les 2 premières puissances mondiales, la Chine et les États-Unis maintenant avec l'IRA, montrent bien que quand il faut ériger des barrières parce qu'il y a des enjeux de transition écologique aujourd'hui, et puis hier il y avait d'autres enjeux, elles ne sont pas les dernières. Donc moi d'abord je parlerai de souveraineté européenne et nationale, en équilibrant les deux. Et je trouve que... Alors, je suis d'accord avec Fabrice, l'Europe n'est pas responsable de tout, on le voit bien. Hein. Il y en a qui tirent leur épingle du jeu dans l'Europe du Nord et en Allemagne, beaucoup plus que nous dans le domaine industriel. Enfin quand même, on a une Europe qui depuis des années a joué à fond la concurrence. On le voit encore aujourd'hui dans le ferroviaire, par exemple. En Allemagne comme en France, où la pression de la Commission, c'est de faire exploser tout ce qui est fait dans le fret, alors que sur le plan d'ailleurs environnemental, c'est peut-être l'avenir, le rail, c'est même sûrement l'avenir. Et elle met une pression telle que je pense que ça va faire reculer, en tout cas chez nous, le rail de quelques points, si les pressions de la Commission vont jusqu'au bout. Donc moi, j'aimerais que du côté de l'Europe, il y ait quelques signes qui montrent que, à défaut d'ériger des barbelés, on regarde d'abord ce que fait la Chine et ce que font les États-Unis, et on ne soit pas totalement naïf. Bon, après, de notre côté, du côté français, ça fait 40 ans qu'on dérape. Certains disent 20 ans, d'autres 40 ans. Vincent, dans une interview récente, disait qu'on a stabilisé depuis 10 ans, à peu près, le poids de l'industrie, ce qui est pas faux. Il y a une conscience... les syndicats n'y sont pas pour rien, d'ailleurs, hein, la CFE-CGC en particulier. J'en profite pour saluer Jean-Pierre Chaffin, parce que c'est il y a 30 ans que notre histoire commune a commencé. Même un peu plus, oui. En France, il y a quand même quelques défaillances qui ont créé les conditions pour que l'industrie dérape, qui sont toujours présentes. Moi, je suis un opposant absolu à la politique d'exonération de charges sur les bas salaires, qui a été menée depuis des années, et qui a conduit effectivement à tirer l'industrie vers le bas. Partie du patronat éclairé, il y en a dans notre pays, partagent ce point de vue, et ça continue. Gouvernement de droite ou de gauche, on continue comme ça. Alors ça a peut-être relancé l'emploi,
J'entendais Bruno Le Maire récemment qui disait, en plus on a en ce moment un taux d'emploi qui se développe et qui est plus élevé que la croissance de l'emploi est plus élevée que la croissance de l'économie. C'est une bonne nouvelle ou c'est pas une bonne nouvelle ça? Ça veut dire que la productivité stagne, qu'elle avance pas beaucoup. Qu'on crée des emplois, mais des emplois à bas niveau de qualification et que le poids de l'industrie, même si on a stabilisé depuis 10 ans, est encore faible. Donc là, il faut qu'on ait ça en tête, parce que c'est pour ça que parmi les thèmes qui est évoqués par Pierre, pour moi, l'enjeu des compétences est clé. Aujourd'hui, on a le paradoxe, quand on se compare à l'Allemagne, d'avoir une Allemagne qui a un poids de l'industrie très supérieur au nôtre, inférieur à certains pays du Nord, mais très supérieur au nôtre, des résultats d'exploitation dans les entreprises supérieurs aux nôtres et des salaires supérieurs aux nôtres. Cherchez l'erreur. D'ailleurs, quand on parle de recherche et développement où il faut faire un effort considérable, c'est en valeur absolue qu'il faut le faire, parce que quand on regarde par rapport aux résultats des entreprises françaises, il n'est pas négligeable. Le seul problème, c'est que les résultats sont inférieurs à ceux de nos amis allemands et à d'autres pays du Nord, et qu'en valeur absolue, on n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Et il faut massivement investir, effectivement, à la fois dans les compétences et dans la recherche et développement. Mais il faut lever un petit peu ces obstacles. Ça fait des années que des économistes, des dirigeants d'entreprise, des syndicalistes le disent, ça fait des années qu'on le voit, nous, sur le terrain, et on voit bien que ça tire l'économie vers le bas en termes de qualification. Et quand on dit que ça tire l'économie vers le bas, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'économie de la connaissance. Moi, je me rappelle, à Lisbonne, notamment, c'était il y a déjà quelques années, l'Europe allait partir dans ce domaine-là. On y revient aujourd'hui. Là où je suis d'accord avec Anaïs, c'est que pour y revenir, non seulement il faut faire sauter ces obstacles, mais il faut faire ce que les Japonais, les Allemands font depuis des années, et les Américains, plus qu'on ne le pense, développer un écosystème autour des grands groupes. On a des grands groupes puissants, on n'a pas cette relation dans les territoires et ailleurs entre notre système de TI et de grosses PME et les grands groupes, qui est solide et qui fait que l'économie, et notamment l'industrie, avance de façon beaucoup plus collective. Donc ces messages-là, il faut les porter aussi sur le terrain, parce que on l'a vu récemment sur tout autre sujet, même si la voix puissante des syndicats n'est pas toujours entendue, il y a des choses, à mon avis, qui font l'objet de compromis entre dirigeants patronaux et dirigeants des syndicats qui doivent être portés un peu plus fortement pour que demain, l'industrie soit vraiment au rendez-vous. Et je dirais une dernière chose, puisque dans le troisième thème, on parle beaucoup de l'accès à l'énergie, à une énergie décarbonée si possible. L'avantage de la période actuelle, avec les crises, avec la guerre en Ukraine, avec la pandémie, c'est que j'ai l'impression que le débat sur le nucléaire est derrière nous. Sauf qu'il ne faut pas oublier que depuis 20 ans, et là aussi, quelles que soient les politiques qui se succèdent, on a perdu des points dans ce domaine-là, qu'il faut aller retrouver des compétences qui ne sont pas faciles à retrouver. On a réussi le tour de force quand même à oublier notre avantage concurrentiel dans le nucléaire sans développer pour autant les énergies alternatives et le solaire et l'éolien. Pas suffisamment vite en tout cas. Voilà, et maintenant il faut faire les deux. Maintenant il faut faire les deux parce que le nucléaire ne fera pas tout, mais en même temps, ce débat, je pense qu'on va le dépasser. Moi, je discutais récemment avec François Omril à l'occasion de son congrès confédéral, qui lui me dit en plus que les questions de stockage des déchets ne sont pas de vrais problèmes aujourd'hui, mais en tout cas, la question des déchets, quand on fait confiance au progrès technique, un jour, elle va être dépassée. Je veux dire, les enjeux de fission nucléaire et autres vont mettre tout ça derrière nous. Mais si on trouve cet équilibre entre le nucléaire et les énergies alternatives, et notamment l'éolien et le solaire, dans des pays partout sur le territoire où on a à la fois du vent et du soleil, enfin, parfois un peu plus ici qu'ailleurs quand même, je pense qu'on est dans le bon sens. Mais corrigeons un petit peu ces défauts qui tirent l'industrie vers le bas, et pas qu'un peu. Je veux dire, et on est en train, encore une fois, de se satisfaire. Moi, je suis très content que le taux de chômage soit passé de 9 à 7% et qu'on aille peut-être vers les 5,5% qui sont considérés aujourd'hui comme un taux de plein emploi. Mais il faut quand même qu'on regarde un petit peu le type d'emploi concret. Le fait qu'on ait rééquilibré les choses depuis 10 ans montre bien l'espace qu'on a à couvrir. Pendant 30 ans, on a reculé. Et les 10 ou 12% ou les 16 ou 17% qu'on peut retenir selon le périmètre de l'industrie qu'on retient, ils sont très très loin de la moyenne européenne et encore plus loin des bons élèves de l'Europe qui sont plutôt en Europe du Nord, où entre parenthèses, il y a une forme de démocratie sociale qui est un peu plus avancée que dans notre cher pays. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on ne traitera pas aujourd'hui. Et donc,
le groupe Secafi au top dans la première division pour accompagner les CSE, évidemment au top, bien sûr. Alors, on n'en doutait pas. Alors, merci en tout cas pour ces propos.